Merci à vous d'être là pour ce début d'année. Jérôme, je te laisse peut-être amorcer. On dit un petit mot d'introduction peut-être Avec grand plaisir. Merci Mickaël. Écoutez, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette réunion qui réunit en même temps Cindup et en même temps le club Intelligence économique et stratégique, le club IES. Un mot rapide sur le club IES, c'est un club qui s'intéresse à la gestion des informations sous l'angle intelligence économique avec les aspects veille, influence et sécurité informationnelle. Plus de 160 conférences au compteur, club créé en 2000. Pour ma part, je suis Jérôme Bondu et c'est suite à une conversation avec Mickaël lors d'un repas, si j'ai bonne mémoire, que nous avons souligné l'importance du recul critique de cette phase d'analyse qui est souvent le parent pauvre des activités intelligence économique et est venue assez rapidement l'idée de faire un événement qui trouve ce soir sa concrétisation et je suis personnellement absolument ravi d'être là parmi vous. Et Mickaël, je te rends le micro. Merci Jérôme. Donc ce thème finalement de l'analyse de l'esprit critique, c'est pas un thème qui est nouveau et dans la veille stratégique qui est notre activité chez Cindup, ça fait partie des fondamentaux. En revanche, il y a quand même une période qui est particulière, qui est celle de la transition, avec des enjeux sociaux, environnementaux qui sont quand même très marqués. Et je vois finalement cet enjeu de monter en compétence des organisations en matière d'analyse d'esprit critique presque comme un engagement RSE que les organisations devraient de plus en plus prendre, dans le sens que l'analyse est nécessaire pour aborder la complexité des problématiques à résoudre. Donc la capacité à résoudre des problèmes complexes fait partie de ce que l'on va de plus en plus demander aux organisations. Et puis l'esprit critique, parce que finalement on a tous des biais. Donc déjà il faut apprendre à penser contre soi-même. Et puis, ces biais sont aussi régulièrement exploités, sollicités. Donc, il faut aussi apprendre à identifier quelles sont les stratégies d'influence auxquelles on est tous et toutes soumis. Et puis, non seulement de les identifier, mais de savoir aussi les mettre à profit finalement de sa propre stratégie, de son propre projet. Donc, c'est une thématique qui me semble finalement, début 2023, être au goût du jour par rapport à ce contexte de bifurcation des modèles économiques et de transition sur lesquels toutes les organisations finalement n'ont pas encore les compétences en interne requises pour avoir cette capacité d'analyse en profondeur. Et pour en parler ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir trois personnes, dont toi Mickaël qui prendra la parole en fin de tour de table. Nous allons écouter d'abord Frédéric Gesque, patronne d'entreprise. Nous allons avoir le témoignage d'un journaliste, Patrick Busquet, et enfin le témoignage de Ali Laïdi, qui est docteur en sciences politiques. Frédéric, en tant que chef d'entreprise, quelle est votre manière de vous approprier les informations et quelles problématiques vous faites face ? Alors déjà, oui, merci de cette invitation à intervenir sur un sujet qui me tient à cœur parce qu'effectivement, je pense qu'il est clé dans la vie d'un dirigeant. Moi, j'ai une vingtaine d'expériences, de parcours, une vingtaine d'années de parcours en tant que directrice générale dans différentes organisations, plutôt d'intérêt général, Réseau Entreprendre, la Ligue nationale contre le cancer. Et aujourd'hui, je dirige mon propre cabinet d'accompagnement. Et c'est clair que sans information fiable, pertinente, finalement, il n'y a pas vraiment de prise de décision pertinente possible. Et effectivement, comme disait Mickaël, je pense aussi que la transformation de nos organisations vers plus d'impact positif, vers une performance plurielle qui prenne en compte aussi nos responsabilités, nos impératifs sociaux, sociétaux, environnementaux, ça va rendre cet impératif de compréhension, et d'information, pour réduire la complexité, l'incertitude, pour mieux choisir, pour mieux agir, vraiment plus crucial. Au-delà de la prise de décision, il y a aussi, je pense, dans ce besoin d'information, le côté un peu exploratoire de l'information, l'envie de découvrir des nouvelles choses, l'ouverture à l'innovation, pouvoir explorer des nouvelles idées, des nouvelles manières de faire. Donc oui, face à la complexité de notre monde, c'est quand même une clé. Et puis finalement, aujourd'hui, l'information, elle est gratuite, souvent. Elle est très accessible. C'est une source inépuisable de contenu avec Internet. Donc finalement, comment on s'informe, c'est pas si simple quand on a à décider. Alors en format vraiment retour d'expérience, c'est-à-dire comment
à titre personnel, depuis toutes ces années de direction générale et de pilotage, je m'informe. Et puis, j'ai interrogé aussi quelques chefs d'entreprise autour de moi avant de venir aujourd'hui, voilà, des dirigeants que j'accompagne pour voir un peu ce qui se passe. Alors, déjà, moi, je dirais, je vais m'informer prioritairement sur ma propre entreprise, ensuite sur les problématiques du secteur, les problématiques de mes clients, de mes concurrents, et ensuite sur des sujets plus larges qui vont me concerner effectivement, notamment tous ces sujets de transfo. La première source d'information, me semble-t-il, pour un dirigeant, elle est d'abord dans sa propre entreprise. C'est d'abord toutes les données qu'on va recueillir, dont on dispose en interne, donc les données clients ou donateurs ou bénéficiaires en fonction de notre activité, l'analyse des relations, des ventes, les tableaux de bord, les indicateurs, les données financières, extra-financières. Je pense notamment aussi aux données RH qui sont clés pour piloter l'entreprise. Et puis finalement, toutes les données qui viennent des collaborateurs, des partenaires, enfin de toutes les parties prenantes qui vont venir aussi nourrir, alimenter en information la décision en fait du chef d'entreprise. Mais Frédéric, je me permets de vous couper. Est-ce que déjà là, on n'est pas déjà en surinformation, en infobésité? Parce que si on est à la tête d'une grosse structure, il faut absolument des filtres à tous les niveaux. C'est ce que j'allais effectivement conclure. J'allais dire qu'on avait déjà un premier enjeu effectivement interne pour produire, organiser, collecter et se mettre en capacité d'exploiter finalement ces informations internes. Donc déjà, effectivement, c'est un sujet en soi qui n'est pas forcément déjà évident à gérer en termes de processus et d'organisation. Puis alors ensuite, il y a tout le reste, il y a tout ce qui vient de l'externe. Là, ça devient vite compliqué, voire complexe. Alors à titre personnel, moi, mon sourcing d'information, depuis pas mal d'années maintenant, il est issu majoritairement du digital, donc les réseaux sociaux professionnels, la presse pro, les newsletters B2B plutôt en version numérique, la presse classique. Moi, j'ai toujours, ça fait des années que je travaille avec les Échos, avec HBR notamment, mais sur les applis. Je suis abonnée à toute une série de newsletters que je balaye tous les jours. Avant, je lisais des blogs, alors moins maintenant. C'est vrai que maintenant, on passe plutôt par le canal de la news. Pour vous donner un exemple, à la Ligue contre le cancer, on réalisait une revue de presse hebdo numérique sur tous nos sujets, donc à partir d'une veille externe. Donc c'est vrai que c'était assez intéressant parce que c'était partagé avec l'ensemble de l'organisation, avec les 600 salariés, mais aussi avec les élus bénévoles dans les différents comités. Sauf que finalement, on avait juste la visibilité sur ce qui était dit de nous, sur nos actions. Mais en fait, on n'avait pas de valeur ajoutée spécifique parce qu'il n'y avait pas de sélection particulière des supports, des médias qui étaient utilisés. On avait simplement une visibilité sur qui parlait de nous. Donc on ne qualifiait pas finalement les supports screenés. Sinon, moi je télécharge pas mal les études qui sont publiées sur les sujets qui m'intéressent et puis je suis assez friande de podcasts et de webinaires, alors plutôt en replay en général, puisque ça va être plutôt dans les transports ou le soir que je vais regarder ça. Les livres professionnels, avec une tendance un peu à picorer les bouquins. Vous continuez à lire, parce qu'en fait, je discutais récemment avec un ami qui me disait on lit plus. Ah oui, moi je lis beaucoup. Mais bon, je sais pas si combien de livres par mois? Oh là là, dans le Kindle, il y en a beaucoup. Après, ça dépend si c'est sur le volet vraiment professionnel ou si c'est plus perso. Mais oui, je lis. Alors comme j'écris aussi et que je publie, j'aime bien me nourrir aussi de la documentation professionnelle et des experts. Moi, ne me considérant pas comme experte, mais plutôt comme praticienne, j'aime bien aller chercher aussi l'expertise dans les livres. J'ai entendu une statistique effrayante qui disait qu'en France, on achète un livre par an et par personne, y compris livres de cuisine et guide de voyage. Un livre par an et par personne. Quelle tristesse. Alors, je fais bouger les statistiques. J'en achète beaucoup. C'est bien, plus. vous les penchez. Et je ne sais pas vous dans la salle si vous en achetez aussi. Mais... Et quelle est la part des médias sociaux professionnels que vous avez cités? Donc, je pense que c'est LinkedIn. Oui, alors c'est majoritairement LinkedIn. Moi, je suis assez active sur LinkedIn et c'est vrai que j'aime aussi m'ouvrir à des infos d'influenceurs un peu différents, notamment toutes ces nouvelles générations d'influenceurs qui arrivent sur les réseaux sociaux professionnels. C'est assez récent. Voir un peu les tendances RH, les tendances de l'engagement, etc. Ou m'alimenter sur des sujets un peu plus techno, digitaux, en fait, où j'ai besoin d'apprendre. Avant, j'allais pas mal dans les congrès professionnels,
les années précédentes, dans les colloques, les conférences. Bon, c'est vrai que depuis le Covid, c'est devenu plus rare. Donc plutôt des conférences en ligne, des webinaires, voilà, où je vais m'inscrire quand c'est un enjeu, voilà, quand je vois qu'il y a une thématique qui peut venir me nourrir un peu les réflexions pour l'entreprise. Il y a ChatGPT maintenant aussi qui est intéressant pour chercher de l'info. Voilà, donc c'est vrai que c'est plutôt du digital. Je m'étais noté plusieurs heures par semaine certainement, plutôt en dehors des journées de travail, dans les transports. Les rencontres avec les pairs aussi, j'avais noté. Ça, je crois que c'est une source d'information aussi qui est importante pour les dirigeants, pour les managers, pour les chefs d'entreprise, les clubs de dirigeants, par exemple. Voilà, moi, je suis dans un club APM, je suis dans différents réseaux d'entrepreneurs et de dirigeants, parce que je pense que de toute façon, l'un des dangers les plus importants pour un dirigeant, c'est bien de rester seul, de ne pas s'ouvrir au réseau, et donc finalement aux informations terrain, aux tendances. Mais bon, tout ça, quand même, ça fait un petit côté un peu zapping. En réfléchissant au sujet, je me suis rendu compte quand même que finalement, voilà, on surfait sur beaucoup de quantités, avec quand même des appétences spécifiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord veiller à ce qui se passe sur mes marchés clients, bien sûr, les évolutions de mon environnement concurrentiel, les actualités qui peuvent avoir un impact sur mes services. Le deuxième intérêt, c'est plutôt spécifique à un projet particulier, une thématique sur laquelle j'ai besoin de creuser, chercher des partenaires, résoudre un problème spécifique, collecter de l'info, par exemple, pour un de mes bouquins. Donc ça va être plutôt pour développer mes compétences, finalement, ou des informations plus pratiques, plus techniques, ou éventuellement plus exploratoires, ce que j'appelle un peu aller chercher des pistes inspirantes, aller chercher un petit peu l'innovation managériale, sociale qui peut être utile. Et puis la troisième, elle est plus orientée, je dirais, vers la veille, image, réputation. Donc ça, c'est un petit peu différent. Mais dans l'entreprise, c'est important aussi de suivre aujourd'hui ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est un truc que j'ai beaucoup surveillé, par exemple, quand j'étais à la Ligue contre le cancer, que j'étais DG et qu'Axel Kahn était président. Parce que c'est vrai que Axel Kahn était très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, sur Twitter. Il déchaînait souvent les foules avec des propos, si ce n'est fantaisistes, en tout cas parfois faits pour susciter les réactions. Et en fait, on s'était rendu compte, notamment sur tous les sujets liés à la crise sanitaire et à la vaccination, Covid, etc., que ça avait un impact absolument immédiat sur nos donateurs. Et donc, on avait une réactivité très forte, en fait, sur les dons. Et on avait un impact très court terme, en fait. Il suffisait que notre président lance un débat sur Twitter sur tel ou tel vaccin, et on pouvait voir nos courbes de dons monter ou descendre en fonction des débats sur Twitter. Donc, vous venez de mentionner Twitter, les chefs d'entreprise, donc là vous adressez pour vous et pour vos pairs, les chefs d'entreprise utilisent beaucoup Twitter Alors j'ai l'impression un peu moins depuis que Monsieur Musk a pris la main sur l'outil. En tout cas, moi je l'ai toujours screené parce il y a quelques chefs d'entreprise, en tout cas influenceurs, qui sont extrêmement présents. Et c'est vrai qu'il y a LinkedIn en premier, c'est certain, mais Twitter était aussi utilisé en information rapide pour pas mal, en tout cas moi avec pas mal de mes clients. Et même aujourd'hui d'ailleurs je suis toujours étonnée de voir que même sur Insta, etc., on voit vraiment du B2B, il y a vraiment de l'information entreprise aussi qui circule. Voilà, alors après pour ce qui est globalement les dirigeants, j'ai l'impression qu'ils font un petit peu comme moi finalement, souvent ils s'informent plutôt par eux-mêmes de plus en plus. Dans le temps, il y a quelques années, c'est vrai que tous les matins, j'avais un parapheur avec la revue de presse du jour, papier sur mon bureau, etc. Ça n'existe plus. J'ai posé la question donc à plusieurs chefs d'entreprise. J'ai trouvé les réponses un peu flippantes en réalité, parce que la plupart m'ont dit qu'ils avaient absolument pas le temps de faire de la veille, qu'ils n'étaient pas organisés du tout dans leur entreprise pour ça. Donc, je suis plus dans un écosystème de PME. On sent que c'est quand même encore plutôt artisanal, pas très structuré. Et le sentiment que j'ai eu, c'est que finalement, parfois, on se posait peut-être pas forcément les bonnes questions en amont. C'est-à-dire notamment, quel est vraiment mon besoin véritable en information, comment je définis concrètement ces besoins, les besoins de mon organisation, et puis du coup, quelles sont les sources fiables pour répondre à ce besoin. La question aussi, c'était la question des problèmes que posait finalement cette recherche, ce besoin, cette collecte d'informations. Moi, j'en avais noté quelques-uns. Le premier, évidemment, c'est l'infobésité. Vous l'avez cité tout à l'heure. C'est le volume d'informations dont on dispose. Donc, comment on va sélectionner, trier,
l'information qui va nous être vraiment utile, pertinente, on est censé, je pense en tant que décideur, être en capacité de filtrer, de transformer, de la rendre disponible, de la communiquer aussi pour en faire de la connaissance. Et en réalité, non seulement on a nous-mêmes de moins en moins de temps disponible pour ça, et en plus on accède de plus en plus à des informations qui sont plutôt à faible valeur ajoutée. Donc la complexité, je trouve, elle grandit en permanence. Le deuxième problème que je trouve assez important, c'est la difficulté finalement qu'on peut avoir à s'ouvrir à la diversité des sources d'information. On a quand même tendance à aller là où on connaît déjà, là où on a l'habitude. Finalement, quelle que soit la garantie de qualité de ce qui est proposé, on va lire tout le temps les mêmes médias, on va être rassuré parce qu'on va consulter des informations qui sont véhiculées par notre écosystème, par notre club de dirigeants, notre syndicat, ou voire même le journal qu'on lit depuis des décennies. C'est le célèbre biais de disponibilité. Ouais, voilà, c'est ça. On regarde uniquement là où on sait qu'on va trouver des choses. Voilà, exactement. Donc finalement, le sujet de ce soir, c'est l'analyse critique. On peut se demander effectivement dans quelle mesure on est vraiment en capacité de s'ouvrir à la diversité et donc à l'analyse critique. Alors évidemment, après, il y a les fameuses fake news aussi qui viennent ajouter un sujet. Je me disais, en fait, dans toute cette infobésité, surtout sur le web, comment on va savoir si les infos sont fiables, sont crédibles. C'est un questionnement permanent, en fait, puisqu'on a besoin de croiser les informations, on a besoin de les recouper, puis on n'a pas le temps. C'est un vrai boulot. Donc on va avoir tendance, une fois de plus, à aller vers ce qu'on connaît. Donc les experts qu'on a identifiés sur le sujet, nos pairs, les réseaux, les médias leaders, on va se dire, un grand titre de presse, a priori, on peut avoir confiance. J'avoue que, ayant été interviewée parfois ces dernières années, quand je vois quelquefois le résultat suite à une interview par rapport au message qu'on a essayé de passer, c'est vrai qu'on peut, on peut quand même se poser la question de ça. Et donc finalement, il me semble que l'appartenance à une communauté prend toute la place. On porte des lunettes en fait, qui nous orientent. Voilà. Et puis on le sait bien, la carte, c'est pas le territoire comme on dit. J'avais noté un autre sujet. Je m'étais dit en fait sur la prise de décision, ce qui peut y avoir aussi une conséquence, peut-être aussi pas toujours très positive, c'est l'addiction à cette info rapide des réseaux sociaux et les biais cognitifs finalement que ça peut mettre en action. Je pense notamment aux jeux sur l'émotionnel. C'est vrai que les réseaux sociaux, ça a une vraie attractivité. On peut vite perdre du temps. Alors, je sais pas vous, mais c'est vrai qu'on évite. On scrolle, on a des alertes un peu dans tous les sens. Donc finalement, est-ce qu'on garde vraiment notre esprit critique? On est happé un peu sur un registre assez émotionnel. Ça, je trouve que par exemple, c'est très fort sur LinkedIn. Moi, je suis présente sur LinkedIn depuis que c'est arrivé en France, donc ça fait très longtemps. Et depuis quelques années, on voit vraiment une dérive en fait sur ce champ-là. On a vu arriver des jeunes entrepreneurs, des gens qui se disent, on appelle ça la ghostwriters, enfin des gens qui arrivent en fait sur ces réseaux, qui fabriquent des storytelling émotionnels assez bien fichus, mais finalement fabriqués de toutes pièces. Là où il y a encore 2, 3, 4 ans, on avait plutôt de l'information entre pairs. Ouais, sur l'addiction sur les réseaux sociaux, certains disent que les médias sociaux sont des véritables boîtes de Skinner. Alors je ne vais pas rappeler ce que c'est, mais nos amis à distance pourront regarder rapidement sur Wikipédia. Et merci Frédéric. Je vous propose de tourner le micro, même s'il y aura un autre moment où chacun pourra échanger. Et je propose de passer la parole à Patrick Busquet. Patrick, vous êtes journaliste grand reporter, vous êtes président d'une association qui s'appelle Information pour le monde suivant, qui est le nom est tout à fait particulier. Et est-ce que vous pourriez présenter cette structure et finalement quelle est votre perception de notre sujet de ce soir, le recul critique? Alors, Information pour le monde suivant, c'est une association reconnue d'intérêt général qui a été formellement créée en 2019. C'est la première étape de réflexion d'un groupe de personnes dont certaines sont des journalistes ou l'été, mais pas que. Et j'insiste là-dessus, puisque la mission que s'est donnée Information pour le monde suivant, c'est de s'adresser à tous les producteurs d'informations. C'est une structure qui est centrée sur l'enjeu de l'information et qui l'a défini comme un enjeu collectif. Et donc, nous adressons à tous les producteurs d'informations, qu'ils viennent de l'entreprise, de l'université, des groupes de réflexion, même les groupes d'influence, les groupes d'études, tout ce qui produit de l'information aujourd'hui, parce que c'est bien ça l'enjeu, beaucoup plus que la survie des appareils qui produisent.
Pour donner quelques chiffres, nous sommes 35 membres à jour de leur cotisation. Nous sommes 11 administrateurs bénévoles, 17 experts et expertes de différents secteurs de la société civile et qui constituent un comité consultatif qui a un fonctionnement indépendant par rapport à ceux de l'association. Et nous tentons d'animer un embryon de mouvement citoyen sur l'enjeu de l'information qui est composé de 800 signataires venus de 32 pays qui ont tous signé une tribune qui est intitulée « Quelle information et pour quel monde ?» Voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est ça, structurellement, information pour le monde suivant. Qu'est-ce que nous disons ? Nous travaillons sur un concept que nous avons nommé de façon un peu barbare l'information utile d'intérêt collectif. L'information utile, ça reprend les enjeux de l'entreprise, parce que la notion d'information utile est née dans l'entreprise. Mais c'était défini dans l'entreprise, et ça l'est toujours, comme des éléments de connaissance qui permettent d'aider à la décision, d'affiner un choix stratégique, que sais-je, et tout ça. Nous avons repris ce terme-là parce que c'est une façon d'injecter la notion d'utilité dans l'information, c'est-à-dire de revaloriser l'information d'usage, et pas uniquement l'information de récit, ni même de connaissance. Ces deux termes-là étant absolument, ces deux genres-là étant absolument nécessaires, hein, je ne dis pas le contraire. Mais l'information d'usage, c'est-à-dire de l'information qui délivre des modalités d'action. Et pour ce qui nous concerne, un rapport avec 4 enjeux qui ont tous une dimension collective, qui sont l'éducation, la paix, l'environnement et la santé. Je vous coupe une seconde parce que c'est nous, dans le domaine de l'intelligence économique, on segmente. C'est-à-dire que la donnée, c'est un élément qui peut être utile s'il est complété avec d'autres choses. L'information permet d'alimenter la réflexion, le renseignement permet de prendre une décision, et c'est ce que vous appelez l'information utile. Et on dit, mais plutôt sous forme de boutade, que le savoir, la connaissance, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Donc en fait, c'est sûr que le renseignement, dans le sens aide à la prise de décision, c'est l'élément fondamental. Alors vous, en tant que journaliste, ancien journaliste, et avec le collectif que vous avez créé, finalement, quelles solutions vous pouvez apporter ou quelles solutions vous envisagez pour pouvoir faire en sorte que nous soyons plus, soit en tant que citoyens, soit en tant que collaborateurs d'entreprise, à même de détecter le renseignement utile et de laisser de côté, livrer, à la place du bon grain, livrer, qui nous envahit et nous pollue. Alors, je vous avoue que c'est quand même un défi très difficile à relever. C'est une gageure. Et je ne suis pas du tout certain qu'on le relève. Pour parler franchement, puisque nous sommes dans un petit comité intime. Très bien. Voilà. Il y a d'autres organisations tout à fait respectables qui se sont saisies de ces difficultés-là. Nous sommes dans quelque chose qui très souvent ressemble à une forme de chaos numérique, quoi, en termes de contenu, c'est-à-dire où il y a des choses remarquables, il y a beaucoup de choses remarquées qui sont bien moins remarquables qu'elles sont remarquées, et puis il y a tout ce que vous avez dit sur lequel je ne vais pas revenir. Ça crée 2 dommages à notre sens. Le premier, c'est la perte de confiance, ça plein de gens le disent et on le sait. Mais il y a un deuxième dommage qui est aussi important à notre sens et peut-être davantage, c'est la perte de discernement sur les enjeux et sur les situations. Et là, c'est très difficile d'intervenir. Donc, il y a des acteurs qui se sont saisis de ça pour lutter contre les fausses informations, contre les manipulations et tout ça. Et c'est très bien ce qu'ils font, et donc je les salue. Est-ce que nous allons pouvoir arriver à stabiliser des contenus en termes de crédibilité? Je l'espère. Mais pour l'instant, je ne fais que l'espérer. Nous avons choisi une autre entrée, qui est de dire, pour établir un peu de confiance par rapport à des contenus, eh bien, essayons de travailler, de délivrer la façon dont ces contenus sont produits. Disons comment l'information est produite. Voilà, de la même façon que sur un produit alimentaire ou un produit industriel, on vous dit, on peut le contester, mais on vous dit ce produit contient tels éléments, etc., etc. Vous êtes le Yuka de l'information, si je comprends bien. Bon, j'accepte tout ce que vous me dites, moi. Il n'y a aucun problème. Alors, pour ça, on a charté, nous. On s'est dit, bon, l'information utile d'intérêt collectif, c'est quoi? Alors, l'information utile d'intérêt collectif, c'est un contenu qui répond à 12 paramètres, à 12 questions. Si vous voulez, en termes de fabrication conventionnelle d'information, vous avez 5 questions de base qui sont connues, archi-connues, et à partir de là, vous fabriquez un récit. D'accord? Ces 5 questions de base? Le où, qui, quand, quoi, comment. Voilà.
Voilà. Donc, nous avons 12 paramètres qui définissent l'information utile d'intérêt collectif et qui intègrent les 5. Hein. On n'est pas en train de dire qu'il faut rejeter cela. Ils intègrent ces 5. Mais ils en rajoutent d'autres. Et dans les paramètres qu'ils rajoutent, il y a par exemple, sur une information qui est prétendue répondre à un enjeu environnemental, on va vous demander quelle est la réponse, mais quelle est la méthode de la réponse. Comment elle marche, cette réponse? Concrètement, c'est un des paramètres les... Un petit peu plus loin le micro, c'est ça. Ah, je casse les oreilles, je suis désolé. Donc, on va surtout insister sur la façon dont fonctionne cette réponse. Voilà. L'information utile, elle est faite pour délivrer des modalités d'action. Et puis, je ne vais pas vous énumérer les 12 paramètres, mais il y en a 2 autres qui sont très importants. C'est quels sont les résultats de la réponse et quel est l'impact de la réponse. Et si vous voulez, le journaliste que je suis insiste lourdement là-dessus, quitte à être un peu désagréable certaines fois, parce que ce ne sont, dans la production d'informations que l'on fait, des questions que l'on ne pose que rarement ou qu'à la marge. Voilà. Si vous voulez, je pourrais vous donner des exemples vécus, mais ce n'est peut-être pas l'objet. Mais on vous dit, bon, alors, pour définir le résultat, comment on définit le résultat? On définit le résultat à compter du moment où on a exprimé les objectifs d'une action, d'une expérience. Voilà. Vous faites une action éducative, vous avez des objectifs. D'accord. Donc, vous mesurez l'atteinte ou pas, ou le dépassement de ces objectifs. Ça, c'est du résultat. Mais quel est l'impact? Quelle est la mesure d'impact? L'impact, c'est quoi? C'est l'effet de l'action sur le besoin pour lequel vous menez cette action. Et ça, aujourd'hui, je dois reconnaître que quels que soient les acteurs, pas que les acteurs médiatiques, tous les acteurs confondent résultat et impact. Vous prenez les rapports extra-financiers des entreprises qui sont assujetties aux rapports extra-financiers, c'est-à-dire ce qu'elles font en dehors du cœur de leur mission première. Bon, il y a de très belles choses dans les rapports extra-financiers. Quelle est la mesure d'impact? Il n'y en a pratiquement jamais. Je suis très positif en disant pratiquement jamais. Comment sont fabriqués les rapports extra-financiers? Qui valide les rapports extra-financiers? Ce sont les experts comptables. Ce sont les experts comptables qui sont liés à l'entreprise. C'est d'une logique économique que je ne conteste pas, je dis qu'elle est un peu tendancieuse. Pourquoi ce sont les experts comptables qui valident? Parce que les experts comptables, ce sont les gendarmes qui disent si les engagements financiers de l'entreprise sont en rapport avec ses objectifs et sont corrects. Donc l'expert comptable, il dit, voilà, il y a eu 3 millions qui a été mis dans cette action. Effectivement, ils sont allés à cette action. C'est ça qu'on appelle l'impact. Donc on a énormément de progrès à faire. Et dans la construction d'informations, si vous voulez, cette mesure d'impact et cette nuance que j'exprime entre le résultat et l'impact sont déterminants. Pourquoi? Parce que c'est quand on renseigne ces questions que l'on réduit la marge grise qu'il y a entre nous, quand on est lecteur, qu'on découvre un sujet, et le réel de ce sujet. Or, je termine, hein, mais vous avez raison, il faut m'arrêter. Oui, or, c'est dans cette marge grise que nous fabriquons toutes nos représentations. D'accord. Patrick, alors, c'est magnifique, hein, j'apprécie beaucoup ce discours et vous êtes moteur d'un changement par la réunion de personnes, vous êtes un réseau, vous êtes un certain nombre d'administrateurs, 800 signataires, très bien. Est-ce que vous auriez des conseils opérationnels à nous donner pour qu'on puisse, de manière micro, nous, en tant qu'individus, reproduire ce que vous faites? C'est-à-dire, moi, si demain, je veux pouvoir avoir un impact sur l'information que j'absorbe et que je relaye sur les médias sociaux, comment je pourrais faire? Quelles seraient les bonnes techniques pour être un filtre intelligent, tout comme vous êtes un réseau intelligent? Alors, nous sommes un réseau qui démarre. Hein. Donc, je vous ai donné des chiffres, je ne veux pas non plus vous entraîner dans une mégalomanie qui n'est pas la mienne. Hein. On a bien compris, mais... On démarre, mais disons que nous sommes effectivement un agrégat de personnes qui sont animées, fédérées par un esprit de citoyenneté assez déterminé et qui ont envie de pousser cette affaire. Vous inquiétez pas, mais donnez-nous des conseils. Et voilà. Si quelqu'un nous écoute ou quelqu'un ici présent se dit « Tiens, j'ai envie, moi, de pouvoir améliorer mon système d'information personnel »,
à l'aune de votre expérience? Alors, nous faisons deux choses. L'une que je vais évacuer, la deuxième que je vais plus vous développer, qui va répondre davantage à votre question. La première, c'est que nous avons engagé là aujourd'hui une levée de fonds. En effet, on peut l'évacuer, oui. Oui. Mais je ne suis pas là pour vous demander de l'argent non plus. Mais si vous voulez, il n'y a aucun problème. Non, nous avons engagé une levée de fonds pour créer une plateforme numérique qui va référencer les informations utiles d'intérêt collectif. Voilà, les trucs. Donc, on espère démarrer ça fin 2023, début 2024. Bon, ça, c'est une chose. Donc, j'évacue. Mais je l'ai dit quand même. Je vous remercie de m'avoir posé la question. La deuxième chose, c'est que nous formons qui veut, qu'il s'agisse de citoyens ou qu'il s'agisse d'acteurs de la société, à produire de l'information utile d'intérêt collectif. Par exemple, Nami était un de membre du conseil d'administration, était le week-end dernier à Campus Connecté Sud-Gironde pour initier cette production d'informations en 12 paramètres. Voilà. À Angers, le 9 février prochain, nous faisons ça avec l'Université d'Angers, SINDUP, l'ADEC, je crois, enfin d'autres partenaires comme ça. C'est-à-dire que nous invitons les acteurs qui produisent de l'information, tous les acteurs aujourd'hui produisent de l'information, tous les acteurs, qu'ils soient de profit ou de non-profit, nous les invitons juste à prolonger la fabrication de récits à finalité communicante, ce qui est une nécessité pour tous les acteurs, à prolonger cette production-là vers de l'utilité. Et nous le faisons, je répète, dans un esprit qui est le suivant, c'est-à-dire que nous avons développé beaucoup de récits, de capacités de récits dans nos sociétés, énormément de capacités de récits. Le journalisme, d'ailleurs, s'est laissé encapsuler grandement dans le récit et la communication, et je m'inclus dans ce que je dis, dans cette critique-là. Aujourd'hui, si vous voulez, ce récit, souvent, crée de la distorsion, c'est-à-dire de la distorsion mentale. C'est-à-dire que, je reviens sur ça, comme le récit n'est pas toutefois bien ancré dans le réel, eh bien, celui qui consomme le récit, qui découvre le récit, quels que soient les formats, qu'ils soient écrits, vidéo, tout ça, va se faire une représentation de ce réel-là. Et moins le récit va être ancré dans le réel, c'est pour ça que dans les 12 paramètres, il y a l'évaluation du résultat et de l'impact. C'est une façon d'enchasser ce que l'on dit dans le réel. Et aussi, c'est une façon de valoriser les acteurs dont on parle. Eh bien, quand on enchasse son récit, sa construction d'information dans un réel un peu encadré, on minimise la part de représentation. Et cette minimisation, cette réduction de la part de représentation permet à ceux qui prennent en compte l'information de mieux s'ajuster par rapport au réel. Voilà. Et je donne un exemple négatif. J'ai longtemps travaillé sur des sujets d'innovation sociale et sociétale. Voilà, avec plaisir, et toujours avec plaisir. Mais on imagine par des informations à vocation communicante sur ces actions-là que les problèmes sont solutionnés parce qu'on parle de ces actions-là. Or, rien n'est plus faux. Très bien. Merci Patrick. Alors, vous avez utilisé des expressions qui me sont chères, comme création de récits, par exemple. Et je pense que j'ai quelqu'un à ma gauche qui est assez spécialisé sur le sujet. Mon cher Ali, j'ai eu l'occasion de lire plusieurs de tes ouvrages, notamment Histoire mondiale de la guerre économique. Si on prend maintenant une focale macro mondiale, si on recherche les grands producteurs de récits, pour faire le lien avec ce qu'a dit Patrick, et si on se demande finalement quel est notre recul critique par rapport à ces grands récits, qu'est-ce que ça pourrait évoquer comme réflexion? Moi, bonsoir à tous. Merci Jérôme, merci Michael. Donc moi, je suis à la fois chercheur et journaliste. Donc ce que m'inspire cette table ronde sur la problématique de la pensée critique, c'est un phénomène global qui existe depuis une vingtaine d'années et qui réduit justement la dimension critique qu'on a tous fait l'expérience, c'est que depuis un certain temps, depuis un certain nombre d'années, il faut être soit pour, soit contre. Et c'est pour ou contre Charlie,
pour ou contre le vaccin, pour ou contre le voile islamique, pour ou contre l'équipe de France au Qatar, etc. Donc on est en train de réduire complètement le champ de la pensée. Or, la pensée, ce que disait très bien Mickaël, la pensée n'est jamais binaire. C'est tout le contraire. La pensée est complexe. Je renvoie au travail d'Edgar Morin là-dessus. Donc la pensée, c'est penser avec les autres, penser avec soi, penser contre soi et aller chercher la complexité de la pensée. Or, aujourd'hui, c'est mort. C'est mort. Je veux dire, on est en train de nous raconter qu'à chaque fois, c'est blanc ou noir. Et il faut se positionner. Même nous, les chercheurs, quand on nous interroge, on nous dit « Positionnez-vous, vous êtes pour ou contre ?» Enfin, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pas ça, la pensée. Et donc, est-ce qu'il y a des producteurs de cette pensée-là totalement binaire, qui n'est pas de la pensée? Non, moi, je crois pas à un complot qui viendrait de l'Est, du Sud, de l'Ouest, où il y aurait des gens qui réfléchiraient pour nous faire penser de manière binaire, enfin pas penser, nous faire agir de manière très binaire. Je pense pas à ça. Je pense plutôt que la réduction de la pensée, qui est un phénomène qui, dans le monde occidental, apparaît comme par hasard après la chute du mur de Berlin et plus particulièrement après les attentats du 11 septembre contre les États-Unis, ça définit une certaine peur. Peur de l'autre, très clairement. Peur de ce basculement qui est en train de s'opérer, où on a eu la main pendant 500 ans, nous les Occidentaux, et cette main-là, on est en train de nous la reprendre, ce qui est normal. Alors c'est soit la Chine, soit un autre, etc. Du coup, on se rétracte, on a peur. Et quand on a peur, qu'est-ce qui se passe? C'est les vieilles théories qui remontent, notamment la théorie de Carl Schmitt, qui était un juriste allemand, nazi, qui nous dit en gros, il n'y a de la politique que lorsque vous trouvez une relation ami-ennemi. Si vous n'avez pas cette relation ami-ennemi, alors il n'y a pas de politique. Ce qu'on a cru entre la chute du mur de Berlin et les attentats du 11 septembre, pas d'ennemi. Sauf qu'à partir du 11 septembre, il y a un ennemi. Et donc tout est pensé à travers ce prisme. Pour ou contre, qui est l'ami, qui est l'ennemi. Donc, évidemment, face à ça, face à cette réduction gravissime, personnellement, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Je suis uniquement sur LinkedIn. Et encore, c'était pour faire une recherche. Mais pas de Twitter, pas de Facebook, etc. Je vire complètement ça, parce que ça n'apporte strictement rien en termes d'intelligence. Voilà. Donc, la lecture, oui, des bouquins. Sans doute, le monde de l'édition, c'est l'un des derniers refuges de la pensée complexe. Le temps long. Du temps long, de la réflexion, etc. Même si dans l'édition, il y a des bouquins qui s'écrivent en 24 heures et qui, voilà. Mais voilà un espace encore du possible, de la richesse, de la réflexion et de la complexité dont on a besoin pour comprendre ce monde. Parce qu'à partir du moment où vous réduisez le débat pour ou contre, alors vous permettez à ceux qui ont envie de vous déstabiliser d'entrer dans un formidable champ qui consiste à dire « si vous ne pensez pas comme moi, vous êtes mon ennemi ». Et donc, vous êtes obligé de vous positionner. Et du coup, après, vous avez une dimension sur « ils ne pensent pas comme moi, donc complotiste ». Alors, c'est grave, quoi. Je veux dire, c'est les nouvelles insultes. Une nouvelle inquisition. Populiste, complotiste, wokiste. Alors maintenant, c'est le wokisme, etc. Donc voilà, à force de réduire la pensée, enfin, c'est même pas de la pensée, mais à force de réduire le champ, eh ben, on en arrive à ces moments réducteurs. Tu as évoqué la peur que peut avoir l'Occident d'une perte de pouvoir. C'est marrant, j'aurais plutôt placé l'outil numérique comme étant un outil qui va orienter notre manière de réfléchir. Et pour reprendre Jacques Ellul, en fait, on croit qu'on possède un outil, mais en fait, c'est l'outil qui nous possède. Si tu as un marteau entre les mains, tous les problèmes ont la forme d'un clou. Et ne penses-tu pas que, quelque part, le numérique et les GAFAM ont orienté notre manière de réfléchir et ils ont été plus à l'œuvre dans la réduction de la pensée critique que cette peur du basculement? Oui, non, mais c'est ce que je viens de dire, sauf que à cela s'ajoute le fait que des GAFAM créés par l'Occident, en face, d'autres GAFAM, les BATX, sont créés par la Chine.
C'est-à-dire qu'ils reprennent un outil capable de contester notre leadership ou notre, entre guillemets, hégémonie depuis un certain nombre de siècles. Donc oui, tu as raison en disant que, encore une fois, ça réduit le champ de la pensée, mais en effet, en face, ils ont su utiliser ces outils pour contester un autre leadership. Il y a Dominique Cardon qui a dit finalement quand on utilise des outils numériques, on se croit libre, mais en fait on est libre à l'intérieur de règles qui ont été fixées par d'autres. Est-ce que parfois tu n'as pas envie de casser ces règles? Alors, j'ai bien compris ta position qui est de ne pas jouer les règles puisque tu n'es pas dans les médias sociaux, tu n'as que LinkedIn. Mais est-ce qu'une solution, ça ne serait pas de casser ces règles et de reconstruire un peu différemment des médias sociaux qui seraient réellement distribués, non pas décentralisés, qui seraient réellement distribués? C'est le combat de Mastodon contre Twitter, si tu veux. Comment tu vois ça depuis l'extérieur, toi qui n'y es pas? Il y a un vieux proverbe aristotélicien qui accepte la forme change dans le fond. Donc je ne peux pas aller créer un média social en espérant faire de la pensée critique, parce que c'est contre-intuitif. L'instantanéité du média social va contre le temps long de la réflexion critique. Donc je ne vais pas tenter le diable en créant un média social. Je me contente parfaitement de ce que j'ai, c'est-à-dire les journaux, les bouquins, les rencontres humaines. En tant que journaliste, je pense que le meilleur de l'information, c'est les sources humaines. Voilà. C'est quand je rencontre des gens, que je discute avec eux, là, je m'enrichis à puissance 10, etc. Donc je ne vais pas créer un média social pour penser, espérer, donner un rythme nouveau, plus long terme que ce qu'il y a aujourd'hui. Ouais. Je ne te posais pas d'en créer, je te demandais ta vision macro. Je crois pas. J'ai été biberonné par les livres de Christian Marcon et Nicolas Moinet sur l'importance du réseau relationnel. Tu es journaliste, tu entretiens, j'imagine, un vaste réseau. Comment on fait pour entretenir beaucoup de contacts, pour ne pas les perdre, pour pouvoir relancer? Parce qu'en fait, on peut avoir la même problématique avec l'infobésité. Plus on a de contacts, plus c'est compliqué de jouer. Je vois Frédéric qui abonde dans ce sens. À partir du moment où je ne perds pas mon temps sur les réseaux sociaux, je vois les gens. On prend des verres, on va au restaurant, on discute, etc. Voilà, donc je n'ai pas d'autre réponse à te donner là-dessus, c'est que je les vois concrètement et on passe du temps ensemble, pas 3 minutes, on s'envoie pas un texto, etc. Non, c'est du temps vraiment qu'on passe ensemble. Alors je vais te taquiner parce que je sais que tu as des enfants. Est-ce que tes enfants prennent ce chemin-là ou parce que moi j'ai du mal avec les miens, je le dis en toute honnêteté. Les médias sociaux sont l'alpha et l'oméga de leur, bon, je caricature un petit peu, mais l'alpha et l'oméga de leur relation sociale. Est-ce que tu arrives à faire passer ce message, toi ? Et en m'adressant à toi, je te demande des conseils pour ceux qui nous écoutent, bien évidemment. Alors, je ne sais pas si les réseaux sociaux sont l'alpha et l'oméga. Moi, j'en ai pas, donc je ne vais pas te dire que c'est l'alpha et l'oméga. Pour tes enfants. Ben, pareil, je ne sais pas. J'en sais rien. Je ne sais pas s'ils sont sur Facebook, sur Twitter. Ah bah si, tu le sais quand même. A priori, je crois qu'ils n'y sont pas, mais enfin, c'est pas mon problème. Okay. Voilà, ils sont heureux, c'est tout ce qui compte. Voilà. Mais... Très bien. Frédéric ? Juste commenter. Alors la seule chose où je ne rejoins pas tout à fait votre point de vue, c'est que moi, je n'oppose pas réseaux sociaux et vraie vie. Je parle que de LinkedIn, parce que moi, je suis pas du tout active sur les autres, mais pour moi, LinkedIn, ça a été une source absolument incroyable de rencontres humaines, de vraies rencontres dans la vraie vie. Et aussi une possibilité, un outil qui me permet de garder le lien avec des gens depuis des années. Moi, sur LinkedIn, dans mes contacts, j'ai des gens que je n'ai pas vus depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Si j'ai besoin d'eux, ils seront là. Et quand ils ont besoin de moi, je suis là. Et je trouve que c'est aussi un outil qui peut être utilisé de façon constructive, justement pour construire la rencontre. Parce que je suis parfaitement d'accord avec vous, la vie, elle est faite de rencontres et de relations. Donc finalement, se nourrir, c'est se nourrir de l'autre et des échanges. Mais en tout cas, ça c'est une expérience vraiment personnelle, je voulais juste le partager. Pour moi, c'est pas forcément l'un ou l'autre. Et au contraire, LinkedIn, moi en tout cas, m'a permis de faire des très très belles rencontres dans la vraie vie que j'aurais jamais faites
parce que dans mon écosystème proche de proximité d'entreprise, j'aurais pas rencontré ces personnes-là. Et ça m'a permis de développer effectivement des relations, des amitiés même professionnelles, voire des amitiés complètes, enfin personnelles, grâce au réseau en fait. Donc je voulais juste un peu atténuer peut-être ce côté. Oui, mais ce côté voilà. Je les oppose pas. Je dis que j'ai pas le temps concrètement. Après, c'est un autre sujet. Voilà. Merci Elie pour ton témoignage. Michael, j'ai mon micro porté. Michael, on avait donc imaginé il y a maintenant quelques mois cette réunion et on a eu 3 visions, la vision d'une chef d'entreprise, la vision d'un journaliste et la vision d'un chercheur qui est aussi journaliste mais qui est chercheur. Toi, comment tu fais pour t'alimenter, comment tu fais pour avoir ce recul critique et en quoi une plateforme de veille, puisque tu es quand même, tout le monde le sait, patron de Stand-Up, en quoi une plateforme de veille peut aider à le filtrage des informations pour ne recevoir que les renseignements ou les informations utiles, comme le disait Patrick. La façon dont je fais ou dont on procède chez Stand-Up, je vais plutôt répondre de manière générale sur la façon dont on accompagne les clients, parce que on essaie de faire en interne ce que l'on prône aussi en externe, donc c'est relativement aligné. Et la démarche de veille stratégique et les outils de veille, ce qu'ils apportent avant tout, c'est ni l'analyse, ni l'esprit critique, c'est le cadre, le socle, en termes de productivité, en termes de capitalisation, en termes de systématisation d'un certain nombre de process, pour faire en sorte que le plein potentiel d'analyse et d'esprit critique puisse se révéler. Mais ça veut dire que l'analyse et l'esprit critique restent un facteur humain qui requiert de la formation, de la montée en compétences. Et les outils ne sont là que pour faciliter ce potentiel. Et il y a une dimension qui me semble, dans tout ce qui a été dit, être une clé excessivement importante, qui est l'intelligence collective. Et c'est en ça que les outils, et d'ailleurs parfois les réseaux sociaux peuvent servir aussi à ça. Mais c'est juste que pour les raisons qu'évoquait Ali, c'est plus complexe parce que l'outil est plus difficile à canaliser de par sa nature. Mais en revanche, dans une plateforme de veille stratégique qui est au sein d'une organisation, avec formation, avec accompagnement, avec animation de l'ensemble de la communauté qui va s'engager dans la démarche de veille, là on peut créer des processus outillés d'intelligence collective, donc basés sur l'expérience, l'expertise, la connaissance humaine, qui permettent de joindre les deux meilleures parties de l'humain et de la machine. C'est-à-dire que si on compte sur l'intelligence artificielle pour penser à notre place, on va s'enliser, on va s'enfoncer dans pire que ce qui a été évoqué à l'instant. Si en revanche on est vraiment dans des logiques d'intelligence assistée, augmentée grâce à l'IA, c'est-à-dire qu'on s'en empare, on s'en saisit de façon proactive, là en revanche ça permet de faire des choses qui sont extrêmement puissantes et on le vit avec un certain nombre d'organisations que l'on accompagne et on voit nettement la différence entre les organisations apprenantes, c'est-à-dire celles qui sont dans ce mindset en termes managérial et de formation interne, de faire en sorte qu'il y ait les outils et les méthodes et un cadre propice à l'apprentissage collectif, à l'exercice aussi de l'esprit critique par la diversité des points de vue et des compétences, avec au contraire des organisations qui ont encore un plafond de verre à faire sauter pour être en capacité de gérer la transition, même les transitions, parce qu'aujourd'hui on peut parler au pluriel, on va dire de bifurcation et de changement parfois même de modèle économique. Et donc il y a ce plafond de verre à faire sauter. Attention, si on fait sauter un plafond, on tombe par terre. Hein. Ça dépend où on se trouve, si on est au plafond ou à l'étage du dessous. Non, ouais, pour te taquiner sur l'image que tu utilises. Ce que j'entends par là, c'est trop de silos, un manque de transversalité, et puis un contexte managérial qui n'est pas propice au partage d'informations, à la mutualisation des connaissances, à l'exercice de l'esprit critique en collaboratif, c'est-à-dire ne pas être justement dans des débats clivants, mais de plutôt chercher l'altérité, de chercher la diversité des points de vue, la diversité cognitive, la façon aussi de raisonner, et d'apprendre à aimer ça. En fait, finalement, de devenir le plus curieux possible et de le susciter. Donc ça passe par du management, ça passe par de la communication interne, ça passe par de la formation. Et j'en profite d'ailleurs pour souligner qu'avec Formation pour le monde suivant, l'année dernière,
on a lancé une formation qui est s'informer à l'ère du doute, qui intègre justement les 12 paramètres pour apprendre non seulement à les exiger en tant que consommateur d'informations, mais aussi à s'appuyer sur cette méthode en tant que producteur, parce qu'on est tous consommateurs et producteurs. Donc il faut se former aux techniques journalistiques, il faut se former à la veille et à l'intelligence collective, il faut se former à l'intelligence économique, mais ça je te laisserai reprendre la main sur cette partie, pour faire en sorte que les outils de veille tels qu'on les met en place avec SynUp puissent être des révélateurs de potentiel et non pas la solution magique. Alors, dans le cadre de ma société Interliguéré, je fais beaucoup de formations aussi sur ces sujets-là, hein, formation en matière de recherche d'informations, et notamment avec les moteurs de recherche, formation en matière de veille et formation en matière d'analyse. Michael, j'ai remarqué que finalement, les bonnes techniques de recherche sont méconnues du grand public, y compris d'ailleurs des collaborateurs dans les entreprises pour qui c'est le métier. Quelle est ta perception de cette méconnaissance des techniques avancées de recherche et de veille dans les organisations ? Elle n'est pas un problème à partir du moment où c'est identifié et qu'il y a justement un processus de onboarding, c'est-à-dire de formation. La démarche de veille, elle oblige à se poser d'abord les bonnes questions en amont, ce qu'évoquait Frédéric tout à l'heure. Trop souvent, on a des organisations qui ne se sont même pas, ou même des personnes à l'échelle individuelle, questionnées sur les informations dont on a besoin. C'est-à-dire finalement d'être dans des logiques de veille active, c'est-à-dire d'aller chercher de l'information que l'on a caractérisé comme étant utile, plutôt que d'avoir des flots d'informations qui se déversent sur nous et de se laisser balloter, influencer, déborder de surinformation, mais plutôt d'être dans une veille active où en amont on définit clairement quels sont les types d'événements que l'on recherche, les acteurs que l'on veut surveiller, les tendances que l'on veut suivre, et de faire l'exercice inverse, hein, c'est un peu une décompilation de la démarche la plus courante, qui est de bien définir ce que l'on cherche, où le chercher, quelles sont les sources adaptées à chaque centre d'intérêt, parce qu'il n'y a pas un bouquet de sources qui va répondre à toutes les questions. Donc les types de sources et les bouquets de sources doivent être appropriés à chaque question que l'on se pose, à chaque axe de veille. Et une fois qu'on a déjà posé cette expression de besoin, en quelque sorte, ce diagnostic, de façon individuelle et collective à l'échelle d'une organisation, là, les outils rentrent en jeu pour faire en sorte que, parce que quand on commence à cartographier les centres d'intérêt, déjà à l'échelle individuelle, on peut vite avoir une cartographie assez dense, mais à l'échelle d'une organisation, ça devient très important. Donc les outils sont là pour justement faire en sorte que ça ne soit pas un problème et qu'on puisse automatiser, capitaliser, visualiser tout ça et faire en sorte qu'après, dans toute la démarche au quotidien de veille, de collecte, d'analyse, de diffusion, eh bien, il puisse y avoir une chaîne de production d'analyse avec différentes parties prenantes, c'est-à-dire de ne pas être seul à s'auto-alimenter en croyant finalement connaître toutes les sources et avoir la bonne analyse, mais de pouvoir croiser des regards en fonction aussi des expertises métiers. Et là, la transversalité, justement, va jouer un rôle extrêmement important. Tu as employé le terme visualisation. Et c'est vrai que dans nos domaines de la veille de l'intelligence économique, on s'appuie beaucoup sur des outils de visualisation de l'information. Qu'est-ce que tu pourrais préconiser? Quelle est ta perception de la chose? La cartographie, elle est intéressante à deux niveaux. Elle est intéressante en amont avec des mind maps pour bien visualiser ce que l'on veut rechercher, bien cartographier quels sont les acteurs, les liens d'intérêt entre les acteurs qui sont dans notre giron. Donc là, on ne va pas être sur des cartographies big data, on va être sur des cartographies qui vont juste être des cartes mentales, qui vont aider à structurer sa pensée et son champ de vision. Et puis, à contrario, quand on a fait ce travail et qu'ensuite on est alimenté par le dispositif de veille, donc on va collecter potentiellement beaucoup d'informations sur certaines thématiques, la cartographie, elle peut à nouveau être utile pour faire de l'analyse big data, mais ce ne sont plus les mêmes utilisateurs ni les mêmes profils. Là, on va être plutôt sur les analystes, les documentalistes, les chargés de veille, les journalistes, les gens dont le métier, c'est l'analyse de l'information et la manipulation de l'information, alors que les cartes mentales vont plutôt être un support pour les décideurs, les équipes qui vont ensuite déléguer en quelque sorte
le travail big data à des gens qui ont les formations pour ça. Il y a quelques années, on avait eu une conversation, on en a beaucoup ensemble, hein, et tu avais utilisé une très très belle image que j'ai retenue. Tu parlais de Joël de René, et tu disais finalement, dans cette grande révolution numérique, c'est comme si nous serions en tétanie informationnelle. Et tu m'avais expliqué, ce que je ne savais pas, que la tétanie, en fait, c'était... Crise d'épilepsie, quoi. Crise d'épilepsie, voilà. Je vais te laisser la parole. C'était une multiplication des informations. Et finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment, non pas éteindre la machine, mais se mettre un maximum de filtres et se protéger exactement comme Ali l'a présenté tout à l'heure. Et finalement, comment un outil de veille peut aussi aller chercher l'information, mais aussi, quelque part, peut bloquer les sources inutiles et faire en sorte de minimiser les informations polluantes. C'est un petit peu comme en cybersécurité. La règle d'or en cybersécurité, quand on met en place un pare-feu, c'est d'abord on met une règle qui consiste à interdire tout, et petit à petit on va rajouter des règles qui vont explicitement autoriser certains types d'informations qui vont pouvoir rentrer ou sortir. C'est la même logique. C'est d'abord je bloque tout, et ensuite je vais définir ce que je veux récupérer comme information pour mettre en place les capteurs, les sondes, qui vont me permettre d'aller les chercher. C'est d'être pêcheur sur le data lake plutôt que de se laisser submerger par la vague. L'exemple effectivement de cette crise d'épilepsie, c'est une image, mais pendant une crise d'épilepsie, l'information dans le cerveau, elle circule abondamment, sans filtre, alors qu'en temps normal, on a des circuits neuronaux qui sont façonnés au fil de l'apprentissage. Et qui canalisent, c'est ça l'idée. Et qui canalisent et qui permettent, mais comme les réseaux de neurones en intelligence artificielle, qui permettent d'avoir un cheminement dans l'analyse de l'information qui est assez restreint. L'information, elle ne va pas partout, et heureusement, alors que quand on est dans cette phase justement de surinformation qu'évoquait Frédéric tout à l'heure, on est un peu dans cette crise d'épilepsie. On n'arrive plus à penser. En revanche, si on canalise les flux d'informations, là, on peut avoir cette intelligence individuelle et collective qui peut s'exercer de manière sereine, finalement. Et les outils sont là, justement, pour faire le SAS, la zone de filtrage. Hein. Ils peuvent être connectés avec des millions d'informations, des milliards d'informations. Par contre, l'humain a besoin d'absorber, sorti de la machine, des informations qui soient dans des quantités acceptables. Merci beaucoup, Michael. On arrive au terme en tout cas, des présentations de chacun d'entre nous et on va commencer à prendre les questions du public. Alors, je pense qu'on doit avoir la possibilité de recevoir les questions de nos amis à distance. Hein. Et en tout cas, le débat est ouvert et les personnes présentes, n'hésitez pas à poser des questions. Sinon, je vais, pour lancer en quelque sorte le débat, est-ce que vous pourriez chacun, puisqu'on a beaucoup parlé des livres, recommander un livre, le livre qui vous a le plus marqué sur les 10 dernières années, on va dire, et qui a du sens par rapport à notre débat, c'est-à-dire le recul. Je peux me lancer, hein, c'est très simple. Moi, j'ai beaucoup aimé Sapiens. Alors, il y a aussi mes livres, je vais faire un plaidoyer pro domo. Ma question est tout à fait orientée, vous le remarquerez. Donc, j'ai écrit Le petit bestiaire de la gestion des informations, qui est un livre de vulgarisation sur l'intelligence économique. Et avec Anne Beaufumé qui est présente et Jérôme Coutu, on a écrit La plus grande révolution de toute l'histoire de l'humanité pour mettre l'accent sur le moment absolument incroyable que nous sommes en train de vivre. Mais le livre que je vais recommander n'est pas celui-là, c'est Sapiens de Noah Yuval Harari, que j'ai trouvé absolument magique. Ali, un livre. Alors tes livres déjà, bien sûr. Hein. On s'en fout de mes livres. Non. Et dans la salle, pensez aux prochaines questions que vous allez poser. Bon, je recommande quand même le livre d'Ali qui, à chaque fois, a la capacité d'apporter une lumière nouvelle sur les thématiques d'intelligence économique. Mais alors, ton livre marquant. Moi, les livres qui m'ont marqué ces dernières années, c'est j'ai relu un peu tout Foucault, Michel Foucault, et notamment ses cours au Collège de France sur le néolibéralisme. Et je recommande... Ah oui, le micro, bien sûr, Ali, excuse-moi, je pense qu'on a dû perdre quelques auditeurs. Donc, tu as relu tout Foucault, ce qui est déjà assez impressionnant en soi. Alors, j'ai relu j'ai pas relu Foucault, psychanalyse, psychologie, etc. J'ai relu tout Foucault, néolibéralisme, et ça m'a marqué ces dernières années. Donc, j'invite les gens à relire Foucault dans son travail sur la critique du néolibéralisme. Ou relire ton livre sur l'analyse de Foucault. Voilà. Merci Ali.
Moi, Un livre. Oh là là, j'en ai plein qui défilent, mais alors j'ai pas... Là, vous me posez la colle. Eh ben, tu nous donneras la liste à la limite et on pourra la mettre en complément sur, Oui, sur avec la plaisir. vidéo. Oui, je préfère donner quelques... Oui, parce que là, je ne veux pas vous dire de... C'est pas grave. Je sais pas, J'attends un livre en ce moment qui va arriver, mais qui n'est pas encore publié, qui s'appelle, c'est pour ça que je voulais vous retrouver le mot pour le coup, pour vous faire la pub, sur... je cherche. Oui, je passe à veux le Patrick retrouver. et puis, Mais il va être publié, je viens de le précommander, et celui-là, je vous le conseille avant de l'avoir lu. Bon, Et je vais vous donner le titre exact, je vais le ressortir. Patrick. Alors, c'est comme c'est sorti, hein. Tout l'honneur des hommes d'Alexandra Lapierre. Ça n'a rien à voir a priori avec notre sujet. Ceci dit, Ali va être content. Alexandra Lapierre, que je ne connaissais pas jusqu'à lire son livre, est une dame qui n'écrit pas un livre si elle n'est pas allée sur les lieux des personnages dont elle va parler. Voilà. Très bien, merci. Mickaël. Réfléchir. Mais je termine sur Tout l'honneur des hommes. C'est l'histoire du chef musulman tchétchène Chamil, à la fin du 19e siècle, qui a résisté à la colonisation de l'Empire russe, ça nous mettra un peu dans la situation, qui a perdu, et qui, pour sauvegarder son espace, à minima, a envoyé un de ses fils à la cour russe, fils qui a été éduqué et est devenu un militaire et tout ça. Et donc, c'est un échange d'informations très interpellant qui rejoint ce que nous disions sur ce qui se passe dans notre cerveau et ce qu'a expliqué très bien en son temps Joël de Ronet avec l'épigénétique, Oui. à savoir que nous sommes des véhicules d'information transportés par notre ADN et dont la majorité des informations sont dormantes. Et tous les jours, nous sommes dans un bain d'informations. Et tous les jours, en flux continu, sans même que ça s'arrête quand nous dormons, il y a interaction entre des informations que nous recevons et des informations dormantes qui, de dormantes, deviennent ouvertes et qui expliquent beaucoup de choses de nos sociétés. Je vous remercie. Merci Patrick. Mickaël, un livre. Et après, Frédéric qui a retrouvé la source. Pour Non, mais Frédéric. bon. Oui, alors je vous conseille, voilà, c'est le livre de Julien Devorex qui sort dans quelques jours, qui s'appelle Le monde change et on n'y comprend rien. Julien, il a travaillé pendant 1 an sur ce projet. C'est un livre, il a un podcast qui s'appelle Sismique, il travaille sur les transitions. Son livre est déjà numéro 1 dans pas mal de catégories sur Amazon. Et voilà, moi je l'attends avec impatience parce que il a fait une enquête en fait pendant 1 an sur tous les sujets qui sont nos sujets aujourd'hui, transition, transformation, climat, techno, économie, transition sociétale, etc. Voilà, Julien Devorex, Le monde change et on n'y comprend rien. Merci Frédéric. Mais je l'ai pas lu, hein, mais j'y crois. Bah oui, il n'est pas sorti. Mickaël, et puis après on prend les questions. Je vais citer un livre qui est dans le thème de notre table ronde, qui est Homo sapiens à l'heure de l'intelligence artificielle. Donc c'est pas le même livre que celui que tu as cité, écrit par Irène Dupont-Couturier et Alain de Vulpian, qui ont passé toute leur carrière à chasser les signaux faibles et à développer la socio-perception, notamment auprès des dirigeants d'entreprise, pour percevoir les signaux de la société et d'établir des stratégies qui soient alignées avec finalement le futur proche, plutôt que d'être en décalage et de ne pas voir venir les choses. Et leur livre est en même temps un peu un livre testament, parce que Alain de Vulpian est décédé à peu près 2 ans maintenant à peine. Et leur livre retrace effectivement l'évolution d'Homo sapiens, et ils évoquent de manière imagée quelque chose que je trouve intéressant, qui est la notion de société comme un cerveau, et qui rejoint justement cette question d'intelligence collective, qui est le fait qu'aujourd'hui on soit beaucoup plus en interconnexion, pas seulement avec les réseaux sociaux d'ailleurs, aussi dans la façon dont la société évolue, et le fait qu'il y ait de plus en plus d'interactions et de sérendipité aussi dans les rencontres fait qu'on est en train de passer un cap d'intelligence collective qui peut-être va nous donner une chance pour relever les challenges du XXIe siècle qui sont loin d'être simples. Il ne suffira pas d'une seule tête pour les résoudre.
Et donc, c'est un livre qui retrace un petit peu ce tournant avec l'enjeu de métamorphose, c'est le terme qu'ils emploient, c'est-à-dire la bifurcation des modèles économiques qui est nécessaire, du mode d'organisation des entreprises pour s'adapter aux défis du XXIe siècle. Ouais, cette interconnexion des cerveaux fait aussi penser à la noosphère de Teilhard de Chardin. Questions de la salle, j'espère que vous les avez préparées. Ou questions à distance, s'il y a quelqu'un qui peut les... On va faire passer le micro s'il y a des questions. Alors, voilà, je te vise, Benjamin, parce que je sais que tu as des questions ou des remarques. Bonjour. Je m'appelle Benjamin, je suis journaliste. J'ai une réflexion et peut-être que, j'aimerais vous faire part de cette réflexion et voir si ça résonne en vous. En ce qui me concerne, je considère que le problème n'est pas le fait qu'il y ait trop de messages, qu'il y ait de la surinformation, qu'il y ait trop d'informations, qu'on soit tout le temps sollicité. Pour moi, il y a plutôt deux questions qui me posent un problème. C'est déjà qui est l'émetteur. L'émetteur, souvent, c'est, on va dire, un journaliste ou une journaliste qui fait partie de la même catégorie sociale, qui adresse un message à un émetteur qui ne se sent pas concerné par le message parce qu'il est adressé par quelqu'un qui, d'une certaine manière, se parle un peu à lui-même. Et à mon sens, la vraie question est plutôt de savoir à qui on parle et qu'est-ce qui manque dans le débat démocratique. Parce que j'ai l'impression, à titre personnel, que les journalistes se posent assez peu de questions sur l'impact qu'ils ont dans le débat démocratique, c'est-à-dire ils font leur métier et ne se posent pas trop la question de savoir comment c'est reçu. Et c'est la raison pour laquelle il y a une vraie défiance des personnes envers les journalistes, qui je trouve est légitime, puisque quand on sait comment est fait l'information, on sait très bien que c'est biaisé. Je sais que je suis journaliste, donc je peux me permettre de le dire. C'est pas du complotisme. On va peut-être donner la parole après à un journaliste pour répondre en premier à la question. Du coup, à mon sens, ce qu'il manque dans le débat public, ce sont des médias qui s'adressent à un autre type de personnes et qui donnent beaucoup plus de parole et de place au débat public, de façon peut-être un peu plus neutre aussi. Je dis ça parce que je cofonde un média qui est un peu sur cette ligne éditoriale, donc j'en ai conscience. Et du coup, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Si Merci. Vous partagez l'analyse, en tout cas. Merci. Merci, Benjamin. Patrick, tu veux répondre ? Alors, je ne vais pas... je vais juste dire que je suis pleinement d'accord avec la critique des médias, mais vraiment, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, pas le sujet. Dans la situation actuelle, je pense qu'il ne faut pas que nous nous laissions emporter par les désordres de la situation actuelle, d'un point de vue des contenus. Premièrement, les salles de rédaction sont devenues un producteur minoritaire de la masse d'informations qui est produite aujourd'hui dans le monde. Si je me fie à justement un sujet qui avait été fait par 2 journalistes femmes du Monde il y a déjà 10 ans, je crois que la bascule des contenus en faveur de tas de producteurs d'informations, dont les citoyens, mais pas que, tous les producteurs d'informations, s'est faite au tournant de l'année 2011 à la défaveur des médias. Mais quand je dis ça, les médias sont dans notre référence, et c'est ça aussi, ça biaise un peu notre regard sur l'information. Ce que tu dis me donne l'opportunité de dire ça. Deuxièmement, donc il y a un engagement de responsabilité, si on veut le prendre, qui nous concerne en tant que citoyens, très clairement, puisque nous sommes des coproducteurs d'une masse d'informations considérable aujourd'hui. Deuxièmement, dans l'apparent chaos des contenus, et il n'est pas qu'apparent. Ce que je veux dire, dans un chaos, il y a toujours des failles. Et dans les failles, il y a des germinations. Et aujourd'hui, il y a des choses très intéressantes qui se passent d'un point de vue médiatique, de professionnels de l'information, qui ne se passaient pas depuis 40 ans. Par exemple, la notion d'impact commence à caresser le cerveau des journalistes. C'est-à-dire qu'ils commencent à intégrer le fait qu'une production d'information est une interaction avec le milieu. Et donc, j'espère que ça va se propager à d'autres producteurs d'informations, qui sont ceux que j'ai cités au début,
qu'ils soient universitaires, d'entreprises, de profit, de non-profit, les ONG, etc. etc. Citons Disclose. Par exemple, Disclose est une forme de consortium à géométrie variable de journalistes qui choisissent un thème d'enquête, déclenchent un financement participatif pour faire financer le travail et produisent leur contenu avec un objectif qui est le leur, hein, qui est de faire changer les règlements et les lois. Donc c'est comme ça que sont sortis. Alors ils sont très axés sur l'État, le pouvoir et tout ça, mais après tout ils ont le droit. Hein, c'est pas. Et c'est comme ça qu'ils ont sorti un certain nombre de sujets sur des livraisons d'armes françaises au consortium qui lutte contre les rebelles yéménites, voilà, plein de choses comme ça. Splan en Bretagne fait de l'enquête prioritairement sur le monde agricole et les industries agroalimentaires, avec un objectif très proche de faire agir le pouvoir public dans la réponse aux grandes pollutions, etc., etc. Donc il y a quand même des initiatives, je les mets volontairement en avant. D'une part, je n'ai pas connaissance de toutes. Évidemment, ces initiatives sont minoritaires. Ça, il faut le mettre. Et évidemment, nous sommes encore sous une cloche. Quelle est la cloche sous laquelle nous sommes ? C'est-à-dire que la référence médiatique que nous avons, ce sont de vieilles marques médiatiques. Et je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, mais c'est notre référence médiatique. C'est-à-dire, on réfléchit Libé, on réfléchit Le Monde, on réfléchit ceci, on réfléchit cela. Et on n'a pas la référence Disclose, on n'a pas la référence Splan, on n'a pas ça. Je ne sais pas si ces émergences médiatiques vont devenir des marques référentes. J'en sais rien du tout. Je me dirais même qu'il y a encore peu de chances qu'elles le deviennent, parce qu'il y a tellement de paramètres pour être une référence médiatique qu'il en faut quand même. Et puis les contextes ne sont pas les mêmes. Ceci dit, leur rapport en termes de qualité d'information, d'objectifs d'information et, je le répète, d'impact de l'acteur producteur d'information, est assez remarquable. Et j'espère qu'il y aura une pollinisation à d'autres acteurs qui produisent de l'information. Voilà, je voulais juste dire ça. Mickaël, tu voulais réagir ? Oui, je voulais rebondir sur le fait qu'effectivement, le fait d'être surexposé à l'information n'est pas un problème en soi, ça devient un problème à partir du moment où on le subit et qu'on ne sait pas le canaliser. Et ça dépend aussi beaucoup de ce que l'on cherche et du moment de la temporalité. C'est-à-dire que quand on est sur une veille du quotidien très opérationnelle, ce que l'on sait que l'on recherche, enfin, en tout cas on peut caractériser de manière très précise ce que l'on recherche. Et donc là il faut canaliser, avoir des tuyaux très resserrés pour ne pas subir de la surinformation. Donc on qualifie très bien ce dont on a besoin pour avancer au quotidien dans les tâches finalement habituelles. Après, il y a le moyen terme qui est plutôt d'alimenter la stratégie, où là, il faut ouvrir un tout petit peu plus le tuyau, mais pas trop encore. On a bien cartographié les acteurs, des sujets très précis dont on a besoin. Et sur un temps d'information qui est souvent plus, là je parlais de personnel, mais plutôt le soir, le week-end, où on est sur du temps long, c'est-à-dire de la prospective, de la sérendipité, de l'inspiration. Là, en revanche, on peut se permettre d'ouvrir plus les tuyaux pour créer aussi des découvertes inattendues de sources, de propos. Et puis on est plus réceptif à certains moments, justement, quand on est dans cette projection du temps long. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble être important dans la façon de structurer une démarche de veille pour faire en sorte que la surinformation potentielle devienne une force parce qu'elle est canalisée et non pas quelque chose de subi. Et par rapport aux nouveaux médias, effectivement, on fait ce constat dans le travail de sourcing permanent chez SYNDUP. Et on a travaillé un bouquet de sources qui aujourd'hui réunit 400 nouveaux éditeurs, c'est-à-dire des éditeurs de nouvelle génération, de petite taille, qu'on appelle parfois des médias alternatifs ou indépendants. Et on va chercher à les promouvoir de plus en plus auprès de nos clients dans l'accompagnement pour faire en sorte que certains axes de veille viennent se focaliser sur cette diversité médiatique qui est encore un signal faible, mais qui est d'une grande richesse, de façon à casser un petit peu l'effet habitude qu'évoquait Frédéric tout à l'heure, non pas pour ne plus s'intéresser à des références historiques, mais en tout cas de mixer, avoir une meilleure diversité, à réinjecter un petit peu de diversité.
Merci Mickaël. Je ne sais pas s'il y a une dernière question ou une question des internautes. Oui, monsieur. Alors on va vous passer le micro. Merci. Et puis après, je pense qu'on va arriver à la fin de notre session et nous allons faire une conclusion. Monsieur. Merci, c'est intéressant. Moi, je me posais la question de comment contribuer à la production et à la diffusion d'informations utiles et à intérêt collectif. Si je reprends cet acronyme, ça fait UIC, je crois. Enfin bon. On a une responsabilité en la matière parce que, par exemple, je consomme des choses, plein de choses, et notamment de l'information. Et donc, moi, j'aimerais bien plus favoriser ce que je juge de qualité. On peut se planter, parfois. Donc, pour ça que j'ai pas la télé, entre autres. C'est un choix. Mais donc, j'aimerais parfois me dire, mais merde, cet article, il est bien, mais je vais pas m'abonner forcément à tel média à 15 € par mois. C'est con, j'aurais bien donné 5 € pour cet article. Donc, déjà, je rêve d'un système qui permette de faire ça. Après, on finance ce qu'on veut bien financer. Mais voilà. Peut-être des idées de comment on peut contribuer à ça. Alors, je découvre ce panel de médias. Je me demandais justement quelle source... Enfin, je découvre que ça existe. Ça m'intéresse, ce panel de médias que vous avez évoqué. Je découvre la notion, le concept d'information utile à intérêt collectif. Donc, c'est très intéressant. Donc, comment on peut contribuer? Moi, je suis un gars en entreprise salarié qui vaguement fait des rapports ou des études de marché parfois. Ça s'arrête là. Merci. Mais c'est déjà pas mal. Merci. Qui prend la question? Pour contribuer concernant l'information pour le monde suivant, c'est simple. D'abord, vous pouvez être membre du cercle de réflexion. Je l'ai dit, c'est un cercle de réflexion citoyen. C'est ouvert, il n'y a pas besoin de parrainage. Vous rentrez très vite, évidemment, on va vous demander une cotisation de 20 €. Ça, c'est sûr. Enfin, bon, c'est à mon avis... À la sortie de la salle. Non, parce qu'on ne prend pas d'argent en cash. Deuxièmement, plus sérieusement, non, mais bienvenue, si vous voulez, bienvenue. Et deuxièmement, la plateforme que l'on va mettre en place, elle est faite pour ça. Elle est faite pour créer une interaction entre les citoyens, les producteurs d'informations et la plateforme elle-même. Les citoyens pouvant signaler des contenus qu'ils auront découverts à la plateforme. L'équipe professionnelle regardera ça au travers de la grille des 12 paramètres. Est-ce que ça rentre dans les paramètres de l'information utile? À quel degré? Tout ça. On a mis en place une signalétique qui ensuite la balisera dans la communication qu'on fera dessus. Et donc, on essaye de réfléchir à un outil numérique qui nous permette de faire la traçabilité ensuite de l'exploitation de cette information. C'est-à-dire, a-t-elle été lue? Ça, c'est relativement facile. Mais des acteurs s'en sont-ils saisis? Ont-elles mis en application le truc ou s'en sont-ils inspirés? De façon à créer des communautés d'action autour des informations elles-mêmes. Voilà. Et de générer cette utilité-là. Je vous dis, c'est l'enjeu aujourd'hui. J'espère que nous y arriverons. Merci Patrick. Je propose d'aller tout droit vers la fin de la réunion. Je pense que Mickaël, on est pas loin de l'heure dite. Je vais vous présenter une conclusion, puis après j'aimerais bien que chacun de nos intervenants donne un mot final. Vous voyez qu'en matière de recul critique, chacun quelque part a sa méthode. Il n'y a pas de méthode infaillible. On a eu Frédéric qui, en tant que chef d'entreprise, nous a présenté un mix informationnel, tout comme il y a un mix énergétique. En tout cas, c'est comme ça que je retiens votre intervention. On a vu qu'on pouvait passer par des tiers, des structures qui faisaient ce travail. C'est le témoignage de Patrick. On a vu aussi qu'une des bonnes manières de s'informer, c'était de choisir les canaux qu'on voulait couper et sciemment couper pour donner en quelque sorte un flux maximum aux autres canaux. Et c'est en filigrane ce que nous a présenté Ali, avec d'ailleurs des choses que je rejoins assez, puisque moi-même j'ai coupé volontairement certains canaux. Et j'ai décidé il y a quelques années, il y a 20 ans maintenant, d'essayer de livrer un livre par semaine. Donc c'est du temps qui forcément prend sur autre chose. Et on a vu avec Mickaël que dans un monde où l'information est partout présente, il fallait absolument avoir des outils qui permettent en même temps de choisir les canaux que l'on voulait, de mettre les filtres adéquats et ce faisant, de laisser de côté ce qui ne nous intéressait pas. Frédéric, vous avez ouvert la table ronde. Est-ce que vous voulez bien être la première à aller peut-être en une dizaine de secondes, puisqu'on est en phase de conclusion, nous dire ce que vous retenez de ces témoignages et finalement, et c'est une manière de vous donner la parole, quel est le mot-clé le plus important que vous aimeriez nous laisser?
Alors ce que je retiens de cette soirée, de ces échanges, c'est que le sujet est drôlement complexe et que c'est un vrai défi aussi, ça fait partie de ces défis de la transformation et de la transition de notre société. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que finalement aujourd'hui on sait que les politiques, les médias ont perdu pas mal de crédibilité auprès du grand public, contrairement aux entreprises qui bénéficient encore d'un certain capital confiance. Donc moi je me dis aussi que en tant qu'entreprise, en tant que dirigeant, en tant que manager, en tant que collaborateur, on doit être à la hauteur de ce capital confiance. Je regardais là, il y a des études qui sont sorties qui montraient que les citoyens jugeaient les informations issues de leur propre entreprise comme étant crédibles. À nous en fait d'être dignes aussi de cette confiance et de travailler, de professionnaliser en fait cette collecte d'informations, peut-être avec des outils d'ailleurs, je ne suis pas là pour faire de la pub mais pour SynDup, mais peut-être avec des outils comme ceux qui sont proposés par SynDup. Merci Frédéric. Patrick? Allez, même gageure en quelques mots, un mot-clé qui est caractéristique de cette soirée. Alors, c'est le côté systémique que j'ai cru voir affleurer. Et j'espère que dans l'avenir, nous produirons de plus en plus systémiquement des contenus. Voilà, c'est-à-dire plusieurs intelligences, plusieurs vécus, parce qu'il ne suffit pas d'intelligence, il faut des vécus, je veux dire par là des expérimentations, pour mettre en place des contenus crédibles. Et je vous invite à découvrir un entretien que nous avons fait avec Boris Cyrulnik, que vous trouvez sur YouTube, sur information et santé mentale. Nous sommes allés chercher Boris Cyrulnik, qui nous a très gracieusement accueillis, parce qu'on cherchait une entrée pour faire déclencher un intérêt pour l'enjeu de l'information chez les citoyens. Parce qu'on a constaté ces dernières années, on a fait le parallèle avec l'information, la nutrition, c'est tout à fait évident, ça n'a pas pour autant déclenché grand-chose. Et donc on est allé chercher notre ami Boris Cyrulnik, et bon, voilà, découvrez ça si vous le voulez. Il y a 300 personnes par jour qui voient ça depuis qu'on l'a mis en ligne. Nous-mêmes, alors c'est pas les Marseillais, on n'a pas l'audience des Marseillais. Bon, d'accord. Mais quand même, pour un sujet quand même un peu sérieux, c'est intéressant. Merci. Merci Patrick. Ali? Merci. Je rejoins ce que tu as dit. Je pense que moi, j'ai rien contre les réseaux sociaux, mais choisir, c'est renoncer. Donc, je choisis et je renonce. Je choisis de prendre le temps de voir les gens, de lire des bouquins, et je renonce à l'instantanéité des réseaux sociaux, mais j'ai rien contre. Mickaël? Le mot que j'aimerais mettre en avant, c'est se former, qui me semble vraiment être capital dans les organisations, dans le milieu professionnel. Il faut faire monter en compétence les équipes, quelles que soient les fonctions, sur les enjeux d'analyse et d'esprit critique, et se former de deux manières, aussi bien pour chercher des solutions, donc en l'occurrence information pour le monde suivant, trouver des informations utiles, positives, mais aussi se former à l'intelligence économique, parce que la guerre économique, la guerre de l'information, ça existe, on y est tous soumis, et il faut aussi en avoir conscience, il faut aussi connaître les stratégies qui sont mises en œuvre. Donc c'est avancer toujours sur deux jambes, chercher de l'information positive et savoir, dans une logique de cybersécurité, aussi se défendre des attaques informationnelles qui peuvent exister. Puisque tu me tends la perche, il est évident que Interliguéré, l'association, l'entreprise que j'ai créée est spécialisée dans ce type de formation. Un mot final simplement pour donner d'autres dates, puisque le Club IES va organiser en février une conférence sur le quantique et l'impact du quantique, l'informatique quantique sur le monde informationnel. Et la conférence de mars va concerner la quadrature du cercle entre les impératifs écologiques et les impératifs de productivité en entreprise. Merci beaucoup Ali, Frédéric et Patrick. Mickaël, on est ravis d'avoir organisé cette réunion avec toi. Et je te laisse le mot final. Merci d'avoir animé la table ronde. Merci à toutes et tous pour votre présence. Et puis, on peut peut-être juste faire un petit teasing pour dire qu'on va bientôt pousser aussi une formation justement sur l'intelligence économique sous l'angle analyse et esprit critique. C'est dans les tuyaux avec Jérôme. Merci à tous. Très bonne soirée. Merci.